Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 273 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Hey, salut Jay, je pense qu'à t'écouter, je vais mieux que toi, clairement, là, ça va clairement mieux. À toutes les fois qu'il va rire, il va tousser, là, ça va être malade. Ben, en temps normal, je tousse quand je ris fort, mais là, c'est juste un petit rire, puis je m'étouffe. Comme je disais avant d'entrer en onde, là, j'ai vraiment, en ce moment, là, j'ai le rire de Luc Lavoie. Fait que non, vous n'écoutez pas Cube Radio en ce moment, c'est vraiment moi. Ou Youpa version télévisuelle avec Cube Radio maintenant. Ah, ça va être malade. Alors oui, on a... J'imagine que Caleb doit être déçu de pogner Richard Martineau à place de Théo. Hein. Ah, mais Caleb, de toute façon, chez nous, c'est pas mal rendu Disney+, puis du contenu piraté. Fait que non... on va parler de choses tristes parce qu'il fera pas l'émission, lui. Ouais, c'est ça. Ouais, faut être triste. Mais on parle plus. Honnêtement, ça s'endure. Ma voix, là, tu sais, à l'école, là, on est rendu, on est mardi, puis je m'endure. Je fais mes cours quand même, mais je m'étouffe. Parle pour toi, c'est pas toi qui t'écoutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais mettons que je suis en train de passer, de passer voyons, je suis en train de passer le pot de miel, on va dire ça de même. Là. C'est un truc en passant. Si vous avez mal à la gorge, là, achetez pas de sirop pour la toux, du miel en quantité, du miel à Abitimis. Exactement, tu m'as devancé. Voilà, du miel Abitimis de préférence, bien sûr. Alors, merci à la famille Tétro pour le délicieux miel Abitimis. Alors, Joe, ça va bien? Ouais, ça va. Gros épisode à soir. Là, ça a l'air que c'est moi qui s'est décidé de faire un épisode. Là, Stéphane, il est là puis il est content parce que ça va être à mon tour de parler puis d'avoir l'impression de trop en dire. Ben oui, puis en passant... Puis nous autres, on va avoir l'impression de dire « What? De quoi il parle? » Je comprends rien. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Parce qu'effectivement, ce qu'on vous prépare ce soir, je pense que Joe vous a préparé ce soir, je pense que c'est assez... ça fesse pas mal. Ben ça fesse, puis c'est un peu, pour ma part, là, c'est vraiment champ gauche parce que quand tu nous envoyais ça la semaine dernière, je n'avais jamais entendu parler de ce sujet-là. J'en dis pas plus parce qu'on va en parler, mais j'ai une petite prémisse pour expliquer pourquoi j'en suis venu à cette idée-là. Là. C'est pas un hasard. Ben, on va qu'on soit rendu. Parce qu'on n'a même pas dit bonjour à Stéphane. Jay, non, mais avant, Stéphane, bonjour Stéphane, mais je te salue vraiment selon les règles, mais Joe, j'aime beaucoup ton cabinet en ce moment. C'est un beau chandail. 15$ au Walmart. 15$, ben c'est moins cher que 5 à 7 millions que le gouvernement va donner aux Kings de Los Angeles pour 2 games. Pour venir faire des games hors concours. Pendant qu'il y a des banques... C'est gênant quand tu penses à ça. Hein. Pendant qu'il y a des banques alimentaires, je vous le rappelle, qui ont de la misère à avoir des fonds du gouvernement pour nourrir la population. Alors, très belle décision du gouvernement Legault. Ils sont maladroits, c'est incroyable. Hein? Ils ont vraiment perdu leur touche magique pour... en fait, ils ont perdu, je pense, le contact avec la réalité. Mais c'est parce que c'est tellement gros. Le même ministre qui, la semaine passée, disait dans sa mise à jour budgétaire qu'on s'en allait dans une période dure, va investir là-dedans. Un club qui a fait 239 millions de revenus l'année passée. Et juste vous dire, les gars, il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie, aux alentours de 18 heures, là, je vais briser l'espace-temps, le continuum espace-temps, il est 20 heures. Là. Le club de hockey canadien a dit qu'eux autres, ils l'auraient fait gratis. Quelque chose, hein? Une équipe, hey, nous autres, on est là, puis on l'aurait fait gratuitement comme à chaque année depuis 10 ans. Début de saison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Stéphane, bonjour. L'autre, l'épisode va peut-être le renégler. En passant, Stéphane, bonjour. Oui. Ben oui. Mais sérieusement, comme tu as dit, Steph, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement-là. C'est qui, tu sais, en même temps, il peut y avoir plein d'acteurs là, qui sont alentour de ça, mais l'équipe de communication de ce gouvernement-là, c'est qui cette gang d'incompétents-là? Pour dire... Non. Mais non, mais de dire, justement, une semaine quasiment jour pour jour après la mise à jour économique du ministre des Finances, M. Éric Girard, c'est ça? Justement, les prochains mois vont être durs. En passant, voilà 7 millions pour les Kings.
une organisation multimilliardaire qu'on va payer, dans le fond, pour venir ici. On va nuancer. Ce que moi, j'ai compris de ça, c'est que le gouvernement s'engage jusqu'à hauteur de 5 millions. Je n'ai pas entendu 7, mais 5 5 à 7 millions. millions. Pour couvrir le déficit auprès de Québécois, s'il y a déficit dans cette activité-là. Ouais. C'est pas 5 millions automatiques qui sort, mais bon, c'est probablement ce qui va se produire, là, parce que je sais pas le plaisir d'aller voir les Kings s'entraîner. C'est bon. Je sais pas. Mais comme tu as dit, comme tu as dit, Steph, en passant bonjour. Mais comme tu as dit, la touche magique de ce gouvernement-là, on peut avoir plein de critiques par rapport au gouvernement Legault pendant la pandémie, la gestion qu'ils ont faite de la pandémie. Mais il y avait un petit, justement, comme tu as dit, j'aime ça, une touche magique, c'était quasiment Papa François. Mais là, c'est gaffe par-dessus gaffe. Puis tu sais, je veux pas revenir aux épisodes qu'on a fait juste pour les patrons en passant. Quand il y a eu la campagne électorale, on faisait un épisode par semaine, les gars, vous vous en souvenez. Puis un de ces épisodes-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le titre, c'était François Lagaffe. Ça fait un an de ça. Mais je continue, je persiste et je signe. C'est Gaston Lagaffe, ce gars-là. On s'entend, c'est pas lui, c'est pas François Legault qui a fait l'annonce. C'est lui le patron. Mais c'est lui le boss. Puis, tu sais, justement, il aime quasiment qu'on le voit comme le boss de son parti. Là. Comme tu as dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Joe, c'est un Maurice Duplessis en puissance, là, en devenir. C'est le parrain de la CAQ. Mais sérieusement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais... En passant, salut, Steph. Comment vas-tu? Ça va aussi bien, en fait, que la première fois que tu me l'as demandé. Ou tu as failli me le demander. Ça allait super bien, mais depuis ce temps-là... Super. Alors, ceci étant dit... Je suis prêt. Ceci étant dit, alors, Joe, est-ce que tu vas mettre un chandail de hockey pour les prochaines journées de de grève? C'est-à-dire? Je vais mettre un gilet des Kings, je pense. Tu as? Non, mais je pense que j'adore au Walmart, il n'y en a pas un. Oh, dessine-toi-en un à ce prix-là. Ouais, j'avoue. Exactement. De toute façon, il est noir et blanc, leur écusson en plus. Tu achètes un t-shirt blanc puis un marqueur noir. On va marquer Dano dans le dos. Puis... Dano, ouais. J'adore ça. Ouais. Alors, Joe, le sujet, on va parler de choses sérieuses, n'est-ce pas? Le sujet de ce soir, comme j'ai dit il y a quelques minutes, je n'avais aucune idée que ça existait, ce projet-là. Peux-tu nous présenter le projet NEOM? Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ben en fait, c'est NEOM parce que c'est néo. Un peu, il faut que j'aille le chercher. Je me suis pris une note parce que c'est de l'ancien grec puis de l'arabe mélangé. Okay. C'est néo pour nouveau en ancien grec, puis Mostakbal, je ne sais pas ça la prononciation, pour futur en arabe. Donc c'est le nouveau futur. Okay. Et qui est littéralement, là, pour ceux qui sont. Qui ne connaissent pas le sujet, c'est le plus gros projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité. C'est le plus gros... Littéralement, là, on parle plus que la muraille de Chine, plus que le projet Manhattan, plus que... Ben en fait, on parle, en termes d'investissement, on parle en termes de kilomètres carrés, on parle en termes d'invention technologique, de nouvel apport technologique. On parle aussi par rapport à comment je peux dire, l'aspect tellement grandiose de la chose, parce que comme vous allez voir tantôt, le projet, c'en est ridicule à quel point on essaie de pousser l'extravagance à l'extrême. C'est démesuré, exactement. Et ça en est tellement démesuré que ça en est presque pas croyable en même temps. Et c'est là où il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, en gros, NEOM, c'est un projet qui veut essayer de faire de l'Arabie Saoudite le centre de l'univers. Parce que pour l'Arabie Saoudite, l'objectif, c'est de devenir le point central de l'avenir, d'être le futur Silicon Valley pour la technologie, le futur Dubaï pour le tourisme, la capitale mondiale de la culture. Donc, on veut vraiment faire de l'Arabie Saoudite un pays moderne. On veut amener l'Arabie Saoudite en 2030 pour que ce soit plus juste le pays barbare qui bafoue les droits de l'homme. On veut continuer à faire ça, mais caché derrière une façade de pays moderne et au bout du jour. Mais remarque, c'est pas le premier.
Mohamed, comment on l'appelle? J'ai juste Mohamed MBC Ben, on dans va la l'appeler tête. MBS. MBS, parce que j'ai juste MBC en tête. Qui n'est pas la même personne du tout. Non, effectivement. Mais il n'est pas le premier à vouloir faire ça avec son pays. Hein. Il y a beaucoup de personnages autoritaires, on va l'appeler comme ça, qui ont tenté de faire des trucs comme ça. Effectivement. Puis pour répondre à ta question tantôt, Jay, c'est que dans mon cours de monde contemporain, on faisait le comparatif entre l'économie saoudienne et l'économie japonaise. L'Arabie saoudite, c'est l'exploitation pétrolière, c'est les ressources naturelles. Le Japon, c'est la technologie, c'est toutes les inventions, justement, parce qu'il n'y a pas de ressources naturelles au Japon. Et là, je disais aux jeunes, qu'est-ce qui va arriver la journée où l'Arabie saoudite aura plus de pétrole? Ça va être la catastrophe. Puis ou là, que le pétrole n'aura plus la même importance. Ou la même valeur, exactement. Fait qu'est-ce que l'Arabie saoudite va faire? Ben, ils vont faire comme le Japon, ils vont devoir se diversifier, se tourner vers des nouvelles sources de revenus. Ils vont probablement regarder du côté de Dubaï, qui est le pays voisin, une ville voisine dans le pays voisin, pour être capable d'aller chercher des nouvelles sources de revenus. Et c'est dans ce contexte-là que je suis tombé sur le projet Neom, parce que je voulais trouver des vidéos sur l'Arabie saoudite pour montrer c'est quoi l'Arabie saoudite, c'est quoi l'économie, de quoi ça a l'air. Puis on ne parlait que de ça, parce que depuis 2017, c'est le gros morceau, c'est le gros chantier. En fait, c'est le bébé de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. C'est la première chose qu'il a voulu mettre en place quand son père, là, je ne vais pas me tromper, c'est Abdallah II, si je ne me trompe pas, là, qui est âgé, je pense, de 94 ans. Quand il a donné la job, il n'est pas mort encore, il a pris sa retraite. Il a dit, dans le fond, je reste roi, mais je délègue tous les pouvoirs à mon fils. Il avait 32 ans, si je ne me trompe pas, quand il a eu la job à l'époque. Il en a 39. Il est très, très jeune. Puis, lui, son but, c'est ça, c'était de faire de l'Arabie saoudite le numéro 1 dans le monde. Peut-être pas au niveau des États-Unis ou de la Chine, au niveau de cette puissance-là, mais de faire de l'Arabie saoudite la capitale de, justement, la technologie, l'extravagance, puis de changer cette image-là de pays répressif qui était très fermé au tourisme, en fait, qui interdisait littéralement le tourisme non musulman. Donc, on veut faire un 180 degrés. Et la première des choses que MBS s'est rendu compte, c'est que si on veut faire du tourisme en Arabie saoudite, ben, il faut qu'on donne une meilleure image que celle qui lapide des femmes puis qui décapite encore des gens au sable pour faire des peines de mort. Donc, on devait trouver une façon de montrer une nouvelle image. C'est comme un rebranding, si on voulait du pays. T'sais, on veut changer l'image du pays. On restart ça sur un nouveau brand, une nouvelle image, presque un nouveau nom. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec le projet Neom, qui est, on va parler de chiffres un peu pendant l'épisode. Ouais. L'estimation première était de 500 milliards de dollars pour le projet. 5 ans plus tard, on est rendu à 1000 milliards. Et selon certains chiffres, certains experts qui en parlent, on pourrait atteindre le 10 000 milliards de dollars pour la réalisation du projet si le projet se réalise, parce que tout au long de l'épisode, je vais avoir des bémols, parce que comme vous allez voir, il n'y a rien qui garantit que ça va être fait, et surtout que c'est censé être prêt pour 2030. Donc, il ne reste même pas 7 ans pour un projet de 1000 milliards de dollars. Et quand vous allez voir tantôt, c'est tellement ridicule que ça se peut quasiment pas, mais en même temps, l'argent est là, le financement est là. Parce que tantôt, tu vas parler, Joe, des dimensions de ce projet-là. Ouais, moi, les 3 sections. Puis... On s'entend qu'en 7 ans, même pas 7 ans, on est en 2024 demain matin, on est le 14 novembre. De réaliser ça en 6 ans, on va se le dire, ça relève quasiment de l'exploit. C'est quasiment impossible. Mais il faut savoir que les moyens sont illimités en Arabie saoudite. Hein. Il n'y a pas de fonds. Le budget est illimité. Tu n'as aucune limite d'argent. Ouais, et l'Arabie saoudite a été capable d'aller chercher, on va le voir tantôt, les meilleurs experts dans tous les domaines. Ils se sont achetés les meilleurs ingénieurs, les meilleurs architectes, les meilleurs penseurs. Tout le monde a un prix et l'Arabie saoudite s'en est rendu compte parce que tout le monde a été acheté. On est allé chercher les meilleurs de partout, de tous les domaines. On les a volés chez Apple, chez Google, n'importe où, parce qu'on veut justement montrer que l'Arabie saoudite, ça peut être la nouvelle Californie, le nouveau San Francisco. Fait que si on est capable de leur donner cette image-là de modernité et de futurisme, parce qu'on vend du futur à pelleter, ben on pense qu'on est capable ensuite de montrer à quel point, comme c'est situé dans le plein cœur de la carte, ben l'Arabie saoudite va devenir le centre de l'univers touristique et culturel dans le monde. Dans le fond, si à Québec, on se payait 100 tramways, ça coûterait le même prix, puis Québec deviendrait la capitale du monde. Du tramway. La capitale mondiale du tramway. Mais peut-être une question quand même juvénile pour toi, Joe, là, parce que là, j'ai une carte, la carte que les gens voient en ce moment en vidéo,
Dans le fond, c'est pour indiquer le PIB, okay? Le produit intérieur brut de chacun des pays dans le monde. Si je vais directement sur l'Arabie Saoudite, on dit que ça a un PIB de 833 milliards et demi. Okay? Ce qui donne, mettons, le 18e rang. Si, mettons, on fait un titre comparatif avec le Canada, c'est 1988 milliards, c'est plus du double qui nous amène au 9e rang. Tu sais, tantôt, tu disais justement les moyens illimités de l'Arabie Saoudite. Si son PIB est de 800 quelques milliards et des poussières, comment qu'on envisage de bâtir ça? Je sais qu'il y a... Stéphane, je pense que tu as une réponse, parce que sinon, moi, j'en ai une autre. Je te laisse y aller. Ben, c'est-à-dire que dans la mesure où tu as une fraction de la population, tu as beaucoup moins de services à couvrir, puis en termes de la mission de l'État est moins grande. Par contre, à ceci, la différence, puis là, Joe, je vais te laisser continuer là-dessus, c'est que l'Arabie Saoudite, en fait, la dernière fois que j'ai étudié, c'était toujours considéré comme un État rentier. C'est-à-dire un État qui vit justement sur une rente, qui identifie le pétrole, et qui a acheté une forme de paix sociale en donnant à sa petite portion de citoyens qui sont natifs de l'endroit, pas aux étrangers, pas la tonne d'étrangers qui travaillent là, mais la petite portion, il y a là des... ils leur payent tout dans la vie. Un peu comme Kadhafi faisait en Libye avant. C'est une espèce d'État-providence, mais poussé au maximum, là, où la plupart des gens ont minimalement besoin de travailler, mais tous Un État-providence, mais à l'inverse. Dans le fond, que ça fait bien de l'argent, mais il n'y a aucun service. Ouais, mais non, il y a beaucoup de services. C'est le contraire. Si tu es un citoyen saoudien, il n'y a pas de taxes là-bas, tout est payé, c'est vraiment, mais il faut que tu sois né là-bas, il y a des règles très strictes. Mais en gros, Jay, il y a 3 sources de financement. Tu as le gouvernement saoudien, tu as la compagnie de pétrole saoudienne, Saudi Aramco, qui est la plus grosse compagnie au monde, la plus grosse capitalisation boursière au monde. Tu as le fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui sont dans le fond les fortunes de toute la famille royale, les princes et compagnie d'Arabie Saoudite. Donc, c'est pas tant le gouvernement d'Arabie Saoudite que tout le monde dans ce pays-là a de l'argent. Fait que tout le monde qui a de l'argent investisse dans ce projet-là. Et on dit, c'est pas confirmé parce qu'on n'a pas les chiffres, mais que Mohammed Ben Salman serait probablement l'homme le plus riche du monde parce que la fortune de la famille saoudienne, ça serait des milliers de milliards. Ça serait vraiment... Elon Musk, c'est un juvénile à côté parce que justement, ça fait tellement longtemps qu'on exploite le pétrole et c'est pas des chiffres qui sont publics, donc on sait pas combien ils ont d'argent, mais si on se fie juste à juste la valeur monétaire de Saudi Aramco, qui est la compagnie saoudienne, on est à 3 000 milliards juste en capitalisation boursière, donc quand on dit des fonds illimités, c'est sûr que c'est pas illimité pour vrai, mais ils ont tellement d'argent à dépenser qu'ils sont prêts à tout parce que c'est comme une espèce de move de poker où tu es all-in, tu mets tout ton argent là-dedans, parce que tu sais qu'après, ça va te rapporter le double, le triple, le quadruple, parce qu'ensuite, le tourisme va arriver en masse. Donc, c'est un gros move de poker qu'on essaie de faire. C'est un kit ou double, dans le fond. C'est soit qu'on se plante ou que ça fonctionne tempête et que ça devient vraiment la 10e merveille du monde. Comme tu as dit, juste un petit commentaire, Stéphane, avant. Comme tu as dit, est-ce qu'on voit la fin du pétrole, dans le fond, l'utilisation à grande échelle sur la planète du pétrole, mettons, de l'essence, on va se dire du gaz, là? Est-ce qu'on voit que l'Occident va délaisser le pétrole, qu'on va avoir moins d'argent, alors on s'en va vers l'immobilier, vers le tourisme, justement, pour compenser, c'est ça? Oui, exactement. Le divertissement aussi. On s'est quand même payé Cristiano Ronaldo à 220 millions par année pour jouer dans un club de soccer local en Arabie Saoudite. On a payé, dans le fond, des compagnies de jeux vidéo pour qu'ils s'installent là-bas, des studios de production de cinéma, toutes des choses qui étaient illégales il y a 5 ans, sont maintenant encouragées à aller là-bas pour profiter justement du mirage saoudien. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de trucs, mais c'est pas juste une question financière, c'est aussi une question d'image, comme je disais tantôt. Les droits humains sont les mêmes, les droits des femmes sont les mêmes, donc on veut juste redorer cette image-là. Comme j'ai vu dans un documentaire d'un ressortissant saoudien, il disait c'est comme si on vivait dans une cage, mais qu'on l'avait peinturée en or pour montrer qu'on a une belle cage dorée, mais ça reste une cage quand même. Tu sais. Puis, il faut dire aussi que les Saoudiens investissent beaucoup dans n'importe quoi. Je pense qu'ils sont rendus propriétaires, on parlait de hockey tantôt, mais des Capitals de Washington, je crois, à 15. Propriétaires de différentes équipes de soccer en Angleterre, en Europe, sont vraiment partout. Ils ont beaucoup d'immobilier ailleurs dans le monde. Ils sont très diversifiés, justement, depuis longtemps, parce qu'ils ont compris que le pétrole avait une fin et qu'ils voulaient être prêts pour cette fin-là. Comme Dubaï a fait, le meilleur exemple de comparaison, c'est Dubaï. Dubaï l'ont compris il y a 30 ans.
Et c'est payant parce qu'aujourd'hui, à Dubaï, c'est pas le pétrole qui est la première source de revenus, c'est le tourisme. Et c'est l'objectif de Mohammed Ben Salman. Exact. Puis, tu sais, on peut aller encore plus loin. L'Arabie Saoudite, je crois que c'est eux autres qui ont fait la nouvelle ligue, pas la ligue, là, mais le nouveau circuit de golf. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de golf, moi j'aime bien ça. Ouais, la LIV. LIV Golf qui est en train d'éclipser la PGA. Ben, en fait, ils ont fusionné les deux ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont fusionné parce que la PGA se rendait compte qu'ils n'avaient pas les moyens de garder leurs joueurs. Fait qu'ils ont décidé de faire une seule ligue contrôlée à 50% par les Saoudiens. Incroyable. Fait que la Formule 1 aussi, la boxe, tous les événements. En fait, on veut que tous les événements à tendance planétaire soient à Riyad ou à Jeddah ou à Neom une fois que Neom va être complété. Mais on a hâte de voir c'est quoi le contenu de ce projet-là, parce que là, on le devine plus qu'on le sait. Là. Ouais. Ben là, Jay, je t'avais envoyé des trucs, fait que je sais pas où on était rendu dans le planning. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai, mon cher. On va commencer par une chose, parce que j'ai voulu t'envoyer une carte, je vais te montrer c'est où physiquement. Ok, c'est quand même important de comprendre parce qu'il y a un lien géographique. Puis c'est un peu vers là où je voulais aller. On est au Moyen-Orient. Il faut se rappeler que c'est une zone assez particulière. C'est une zone très, très riche en pétrole. C'est une zone aussi où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de compétition. Et l'Arabie Saoudite, on le sait, c'est la tension depuis toujours avec l'Iran, qui est son pays voisin, qui est son compétiteur régional numéro 1. On a l'Égypte qui n'est pas loin, on a Israël, on sait ce qui se passe présentement. Et on a le désert d'Arabie, qui est un désert gigantesque, qui est presque vide. Il y a quelques peuples nomades qui vivent là, des chameaux, puis c'est pas mal tout. Et le projet Neom en question va être sur le bord du Sinaï, donc il va être à la frontière de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie et d'Israël. Donc on est vraiment allé se placer drette au cœur de cette zone-là, en plein milieu du Moyen-Orient. La partie en vert. Oui, exactement, la partie en vert sur la carte. On est à côté du canal de Suez aussi, donc c'est géographiquement parlant un endroit important et c'est pour ça qu'on veut en faire un point stratégique. On veut que ça devienne aussi le plus gros port au monde. On veut que ce soit la plus grosse porte de transit de bateaux aussi dans le monde. Donc, il y a plusieurs sous-trucs qui devraient arriver avec le projet Neom à sa conclusion. Mais en gros, c'est qu'on crée littéralement une nouvelle ville pour amener 9 millions d'habitants à y vivre dans 7 ans et d'en faire la ville du futur qui est 100% verte, zéro carbone, 100% énergie renouvelable. Et comme on essaie de nous vendre, ce serait la ville parfaite où tout se fait à pied en moins de 5 minutes, pas de voiture, etc., etc. Donc, c'est beaucoup, je trouve, pour le réalisme de la chose. Et comme on dit dans les reportages que j'ai écoutés, il n'y a aucun architecte qui a fait des plans. C'est que des concepteurs de jeux vidéo qui ont imaginé des images et des plans et c'est ce qu'on nous vend. On n'a jamais vu aucun plan d'architecture. C'est que de la conception de jeux vidéo. Si la population saoudienne, je viens d'aller vérifier, serait de 36 millions d'habitants. Ça serait le quart à peu près qu'on va envoyer à Neom. Parce que quand tu dis 9 millions d'habitants, on revient encore à cette discrimination qui est dans la société, c'est-à-dire que les... c'est l'élite qui s'en va là. Oui, c'est ça. OK, donc c'est pas pour des travailleurs étrangers ou quoi que ce soit. En fait, oui, parce que... Puis là, je vais spoiler quelque chose, mais c'est un bâtiment qui va être en hauteur, en longueur. Les plus riches vont être en haut proche du soleil, les plus pauvres vont être dans le sous-sol. Donc, ce qu'on voit là actuellement. Beaucoup de discrimination qui va être faite. Donc, à ce temps qu'on connaît un peu plus le contexte, Neom, c'est quoi? C'est un projet en 3 parties. Si tu veux, Jay, on va commencer par la montagne. On va aller à Trojena parce qu'on veut commencer par construire littéralement une piste de ski dans le désert d'Arabie. On veut construire un complexe de ski à la grosseur du Mont Blanc en France, à la grosseur d'une piste de ski de calibre international. Donc, c'est le plus gros complexe de ski au monde, 100% climatisé, parce qu'on s'entend qu'il fait 42 degrés dans le désert d'Arabie en temps normal. Est-ce qu'il est couvert? Il n'est pas couvert, c'est tout réfrigéré par le sol. Donc, on va trouver une façon de garder le sol du désert froid. Et ça, c'est le premier truc qui devrait être terminé parce que l'Arabie Saoudite a obtenu les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Des Jeux d'hiver dans le désert parce que l'objectif, c'est les Jeux olympiques de 2038, si je ne me trompe pas, dans le désert. Les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, ce que je dis là, ça ne fait aucun sens. Ça n'a aucun sens que je vous dise qu'on va aller jouer au hockey et faire du ski dans le désert d'Arabie, mais c'est la première partie. Donc, on construit littéralement
un complexe de ski de plusieurs centaines de milliards de dollars pour en faire une espèce de station balnéaire, une espèce de Mont-Tremblant puissance 1000 où on va amener les plus riches hommes d'affaires, femmes d'affaires de partout dans le monde, le jet set Instagrammable, les TikTokers de ce monde, tous ceux et celles qui ont l'habitude d'aller dans des places comme Dubaï et compagnie, bien, on veut qu'ils viennent faire du ski dans le désert, qu'ils viennent profiter de cette nouvelle invention-là qu'on nous dit, encore une fois, carboneutre, mais j'ai de la misère à croire que tu peux réfrigérer une montagne en étant carboneutre. Il y a beaucoup comme ça de non-sens. On nous dit qu'ultimement, le produit devient carboneutre, mais on ne dit pas que la construction va l'être. Dans le fond, on pollue comme des débiles en commençant pour qu'ensuite on surfe sur cette image verte-là de piste de ski gigantesque. Là. C'est pour ceux qui sont à la maison, qui aimeraient aller faire une petite recherche, ça s'appelle Trojena, Trojena. Donc ça serait une extrémité complètement du site de Neom. À l'autre opposé, en mer Noire, on a le projet Oxagon, qui serait dans le fond construire la nouvelle Silicon Valley, donc la nouvelle ville techno, un peu prendre la place de San Francisco en Californie, et pour que ça soit invitant, que ce soit punché, la ville est construite sur l'eau. C'est une ville flottante sur la mer Noire qui comporterait aussi le plus gros port de transport de la planète. Donc, ce serait vraiment un mélange entre cité technologique et commerce maritime. On est à l'embouchure du canal de Suez, on est en mer Noire avec le pétrole, avec tous les biens qui vont en mer Méditerranée. Donc, ce serait l'arrêt obligatoire pour tous les bateaux qui partent. Ce serait l'arrêt obligatoire aussi pour les navires de croisière. Et ce serait aussi la ville qui aurait la meilleure empreinte énergétique, écologique et compagnie, parce qu'on veut toujours nous vendre le projet comme étant le rêve du futur, le rêve sans pollution, la façon magique d'aller vivre notre vie, ce serait d'aller la vivre en Arabie Saoudite. C'est important pour un port pétrolier d'être carboneutre. Ouais, c'est quand même assez ironique quand tu penses à ça. Et que tout est payé avec l'argent du pétrole que l'Arabie Saoudite a vendu depuis des décennies. Donc, on est maintenant rendu vert en ayant sali pendant presque un siècle avec notre pétrole. Donc, ça, c'est aux deux extrémités de Neom. Et pour relier les deux, on tombe dans, je crois, ce qui est le plus fascinant. Ah, parce qu'il y a plus débile que ça encore? Ouais, parce que là, on a juste les deux extrémités de notre projet. Il faut les relier à cette heure, Stéphane, puis on ne les reliera pas avec une petite autoroute 20 ou 40. On va construire ce qu'on appelle The Line, la ligne, qui est littéralement une ville verticale de 170 km de long par 200 mètres de large et 500 mètres de haut, où on va mettre nos 9 millions de personnes. Donc, on va littéralement relier les deux points, donc la mer Rouge à la station de ski de Trojena, avec un mur vitré qui donne l'impression d'être dans un mirage dans le désert, donc une espèce de LED et de lumière et d'écran. Et à l'intérieur, ça va être une ville sans voiture où tous les services vont être au même endroit et où un TGV va relier les deux points de la ville en moins de 20 minutes. Donc, l'objectif, c'est d'en faire littéralement la ville à 5 minutes. Donc, que tout ce que tu as besoin est à 5 minutes de marche, que tout ce que tu as besoin est dans les environs, parce que l'objectif, c'est que les gens vivent là pour le futur. C'est qu'on veut montrer la ville dystopique des films de science-fiction qu'on veut construire. Et c'est pas nouveau. Là. Ça fait des centaines d'années que les architectes rêvent à une ville comme ça. Dans les années 1800, à Madrid, en Espagne, on avait essayé de faire quelque chose de comme ça, là, avec les coûts qu'on avait à l'époque. On avait manqué d'argent. On avait essayé de le faire aussi en Europe dans les années 50. Donc, c'est comme un vieux rêve d'architecte mélangé à des vieux films de science-fiction. Et on a tout mélangé ça ensemble avec l'idée de construire une ville parfaite sans problème. Et on a créé The Line. Et on peut voir aussi à l'intérieur, parce que les plans d'architectes nous montrent, il va y avoir des stades de football, il va y avoir des cinémas, il va y avoir tout va être disponible. Donc, tu pourrais faire toute ta vie sans jamais ressortir de The Line. Ça serait vraiment la ville parfaite pensée pour tout le monde. On dirait un mélange du film Dune avec la ville de Fermont. C'est vrai. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Je lisais Facebook User, malheureusement, je ne connais pas ton nom, monsieur, madame, mais qui disait que donc le prince saoudien est allé à Disneyland Paris
Et c'est comme si ça l'avait vraiment impressionné parce qu'il a l'air de vouloir. Moi, ça me rappelle la construction de Disneyland, tu sais, des Disneyland originaux là, en Californie, puis ensuite le deuxième à Orlando. Mais le pire, l'Euro Disney. C'est réalisable. Tout ce que tu nous as parlé, Joe, à date, là, moi, je pense que ça peut se faire, mais pas d'ici 2030. C'est juste ça. Le problème, Jay, c'est ce qui est souligné en premier, la majorité des technologies qu'on nous présente et qu'on nous annonce n'existent toujours pas. Fait qu'on nous vend un rêve qu'on construit à mesure. On invente les technologies à mesure et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite a un budget sans fond. On est allé chercher tous les experts, les meilleurs dans leur domaine de partout dans le monde. Et ce qui a le plus nuit au projet, c'est le meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien, en 2017. Il a fait fuir plusieurs personnes. Donc, il y a eu un gros pas de recul avec cet événement-là. Et c'est pour ça que depuis 2017, MBS essaie de laver son image publique, essaie de se montrer comme étant un dictateur moins sanguinaire qu'il en est en réalité, parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était tiré une balle dans le pied. Donc, malheureusement, malheureusement pour lui, ses tendances dictatoriales lui ont coûté cher parce qu'il aurait perdu probablement quelques années à cause de ça. Et ça se pourrait qu'à cause de ça, il y ait des retards, mais c'est ce qu'on appelle le horizon 2030. Donc, c'est en 2030, tout devrait être livré du début à la fin. J'ai de gros doutes et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs experts qui se disent que ça n'a pas de bon sens. J'avais oublié de dire aussi, le temps qu'à lancer des petits détails, à l'intérieur, des taxis volants, tu vas pouvoir aussi flotter dans la pesanteur pour te promener d'une place à l'autre parce qu'il va y avoir des endroits qui vont te permettre de marcher sans difficulté parce que ça va être plus facile de se déplacer dans l'air. Tu vas pouvoir vivre sur le toit. Les plus riches vont être au sommet avec des belles terrasses tempérées parce que la température va toujours être à 22 degrés à l'intérieur de tout ça, dans le désert du Sahara, encore une fois. Et ça va d'Arabie, ouais. Ouais, ce que j'ai dit. Sahara, ouais, je me trompe. T'es une coupe de pays à côté. Ouais, je me trompe toujours. T'as débarqué à la mauvaise station de métro. Ouais, exactement. Donc, on voit des images pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui sont en podcast. C'est dans le fond, imaginez la ville du futur. C'est littéralement ça. C'est de la verdure, c'est de l'architecture. C'est un fantasme d'architecte. En gros, là, c'est vraiment ça. C'est si j'allais voir n'importe quel architecte du monde et je te disais, tu as un budget illimité pour construire la ville de tes rêves, c'est de l'Inde. C'est le projet Neom. La ville la plus écologique, la ville la plus verte. La ville parfaite. C'est littéralement, on veut nous vendre la ville parfaite et on veut nous la vendre comme étant la première destination touristique. On veut que ça devienne l'endroit où les gens veulent aller. Donc, le divertissement, la réalité virtuelle, on a acheté des compagnies de jeux vidéo, des compagnies de visuels, des compagnies de son pour que ça soit vraiment une expérience grandiose dans tous les sens du terme. On veut que ce soit le facteur wow, on va aller chercher vraiment partout parce qu'on veut que tu oublies que tu es dans le pays qui lapide encore les femmes, que les femmes ont eu le droit de conduire il y a 3 ans, où on a encore la lapidation, on a encore les exécutions publiques, où on tranche encore la main si tu voles, donc où on a encore ce qu'on appelle le wahhabisme, la fameuse, je veux dire, règle islamique à puis cliquer, copier-coller sur le code d'Hammurabi, le fameux œil pour œil, dent pour dent. C'est encore le code de loi en Arabie Saoudite en 2023. Donc, on veut enlever cette image-là, mais sans l'enlever. Sans enlever les problèmes, on veut juste patcher ou camoufler ces éléments-là avec le wow, avec l'artificiel. On veut construire une fausse lune aussi pour que si tu es dans l'Inde, que tu vois la lune, que tu vois comme si tu étais à l'extérieur, là, c'est complètement capoté. Le plus j'en parle, plus je fouille, plus je me rends compte que c'est absurdement grandiose. C'est wow, mais c'est tellement stupide en même temps. Je me dis, ça se peut presque pas qu'on fasse ce projet-là, qu'on dépense autant d'argent pour en arriver à on sait même pas quoi, parce que, comme on disait tantôt, il n'y a aucune garantie que ce que je vous parle depuis tantôt va se produire. Non, on s'entend que d'ici le prochain siècle, c'est impossible de faire ça. Surtout, c'est quoi la longueur totale de la ligne? 170 km. Imagine, là, ça se peut pas. 500 mètres de haut sur 100 km de long. En 6 ans, c'est impossible. Mais je vous dirais... C'est déjà commencé, par exemple. On a eu des nouvelles en 2023, ça sera pas long, Stéphane, juste pour dire, ils ont fait une mise à jour en octobre 2023, et il y aurait le tiers de complété. Mais ils veulent pas nous le montrer. Mais ils nous disent qu'il y a le tiers de complété. Donc, on verra. Vois-tu, donc, ce qui m'est
le côté positif, on va essayer d'en trouver, là. On ne parlera pas du côté réaliste, mais du côté positif. La tentation aurait été aussi pour beaucoup de dirigeants politiques d'investir, par exemple, dans d'autres catégories d'activités, par exemple, de mettre ça dans l'armée. L'Arabie Saoudite est déjà un gros consommateur d'armement, vous allez me dire, là, mais ça aurait été probablement tentant d'investir encore plus, là. Mais en même temps, Stéphane, tu as fait un bon lien parce que c'est aussi pour oublier la guerre au Yémen, puis le fait qu'on a affamé un peuple, qu'on a tué des milliers de personnes. Donc, ça fait partie aussi de la game d'image. Et MBS a pris des mauvaises décisions en étant nouvellement sur le trône, sur le volant, puis il essaie justement de se moderniser, il essaie d'occidentaliser l'Arabie Saoudite, en fait. Il veut amener l'Arabie Saoudite au même niveau que les pays du G7, dans le fond. Au niveau les taxis volants. Le rêve saoudien. On avait le rêve américain, mais là, c'est vraiment d'amener ça au rêve saoudien, parce que ceux qui sont en podcast, vous ne le voyez pas, mais en background, il y a une vidéo, justement. J'ai enlevé le son pour pas qu'on soit... qu'on se rende sourd avec ça, parce que c'était tellement fort, ça, dans mes oreilles à moi, mais on voit vraiment à quoi ça ressemblerait. Comme tu as dit, Joe, ça a vraiment été fait par des concepteurs de jeux vidéo, parce que c'est pas très... mais visuellement parlant, c'est magnifique. Là, oui! Comme ville du futur, c'est vrai que ça pourrait marcher, le côté carboneutre, etc. Mais le construire, j'ai de forts doutes que ça serait carboneutre. Il n'y a pas juste le construire, Jay, c'est de l'entretenir après ça. Si tu as 9 millions de personnes qui vivent là, qui va les faire vivre? Qui va travailler? Qui va entretenir? Watch bien ça, l'esclavage moderne qui va embarquer là-dedans pour que l'élite puisse vivre en haut. Ça ressemble beaucoup à Paname dans Hunger Games. La minorité riche qui profite de l'abondance pendant que les plus pauvres sont dans le sous-sol où on ne verra jamais le soleil parce qu'il y a juste la moitié qui va avoir accès au soleil réel. L'autre moitié va vivre dans la noirceur totale ou dans la lumière artificielle 24 heures sur 24. Donc, qui va y avoir accès? On s'attend à ce qu'il y ait probablement des classes sociales de haut en bas. Plus t'es riche, plus t'es en haut, plus t'es pauvre. C'est tellement vrai, plus t'es dans le Hunger Games. Ça me fait penser aussi à Snowpiercer. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Oui, avec le train qui n'arrête jamais. Là. Un train, ouais, c'est un train, là, mais ça me fait penser aussi à ça, les classes sociales, etc. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on peut mettre beaucoup l'accent sur la dimension technologique de la chose ou la dimension de technique de construire cette ville-là puis de l'entretenir. Mais c'est d'abord et avant tout, je pense, une expérience sociale. C'est de l'ingénierie sociale que tu essaies de faire, ou en tout cas de transposer. Parce que ça veut pas, ça impose un changement énorme à la société de se réinstaller comme ça. Mais je rappelle que c'est un pays où, il y a 3 ans, les femmes ne conduisaient pas, où il n'y avait pas de théâtre, pas de musique, pas de danse, que c'était tout illégal. Ça fait juste 3 ans que le pays s'est, je vais dire, libéralisé, qu'on s'est ouvert à l'Occident. Si on se faisait prendre avec de la musique en Arabie Saoudite, on était passible de peine de mort. On était là, il y a 3 ans, puis là, aujourd'hui, on parle d'aller vivre dans la ville du futur où tous tes rêves vont être réalité. Donc, on est vraiment à l'autre opposé. Et c'est sûr que ça va faire un clash. Et je ne suis pas sûr que tous les princes saoudiens sont derrière Mohamed Ben Salman parce qu'il y a clairement des jeux de coulisses, puis probablement beaucoup de tensions, puis de gens qui se disent il est-tu en train de flouber tout l'argent du royaume dans un projet de débile? Parce que, pour vrai, c'est clair que ça ressemble à ça. C'est un projet débile. C'est complètement démesuré. Là. Quand on dit le plus gros projet de l'histoire de l'humanité, on parlait de la Grande Muraille de Chine, ça ne sera pas aussi long, mais ça va être ça va être la grosseur, en kilomètres carrés, ça va être la grosseur de la Belgique. C'est comme si on étendait la Belgique sur une ligne. Ça va être la même dimension que la Belgique. C'est 26 000 kilomètres carrés. Ben, c'est 200 mètres de large. Le mur, 200 mètres de large sur 170 km de long. Ouais. Et puis quelle hauteur? Je me rappelle. 500 mètres de haut. OK. Ouais. Donc, comme le petit vidéo que ceux qui sont dans l'avenir et qui n'ont pas pu voir, parce que c'est plus haut que la Tour Eiffel et plus haut c'est 2 fois la Tour Eiffel. Une fois et demie la Tour Eiffel de mémoire. Il disait la Tour Montmartre que... Ouais, la Tour Montparnasse. La Tour Montmartre, plus la Tour Eiffel, une par-dessus l'autre environ. Bon, salutations à nos auditeurs français. Je sais que c'est pas en Arabie Saoudite, là, c'est à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, là, mais la tour du Burj Khalifa, depuis combien de temps à bâtir? On s'entend que c'est 800 quelques mètres de haut, là. À peu près 20 ans.
20 ans. Puis là, il pense qu'en 6 ans, il va être capable de construire une bonne partie du 160. Mais à la différence, c'est de construire par en haut, beaucoup plus dur que de construire en long. Parce que là, tu peux mettre des milliers de grues l'un à côté de l'autre qui font chacun leur petite section, tandis qu'une tour, tu peux pas aller plus vite que le développement de la tour. Parce qu'on s'entend, là, c'est des moyens colossaux. Les photos qu'on voit, c'est des milliers de machines. Et faites juste imaginer la quantité de béton que ça va prendre, la quantité de métaux précieux, de métaux rares, de verre, tu sais, toutes les ressources qu'on va prendre. De l'eau aussi, parce que t'envoies ça dans le désert, t'es dans le désert, là, t'as pas, faut que tu désalinises ton eau. C'est ridicule à quel point, justement, ça va demander un apport énergétique, un apport de ressources. Pour un projet qui est censé être carboneutre, je trouve qu'on part bien mal quand il faut que tu exportes, ou plutôt que tu importes la majorité de tes produits pour le construire de l'autre bout de la planète. On voit que Stéphane cherche la durée de construction du Burj. C'est-tu 20 ans, finalement? Non, je m'excuse, je comparais juste les hauteurs, j'en étais juste rendu à ça. Je cherchais la date, excusez. Non, ben je... Et puis en parlant de Dubaï, avez-vous pogné le projet qu'ils veulent faire, une tour de 1 km de haut qui dépasserait le Burj Khalifa? Ben, en même temps, c'est un peu un concours de celui qui pisse le plus loin présentement. C'est pour ça que je dis qu'il y a des rivalités régionales. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis puis le Qatar sont les 3 pays qui veulent justement s'élever au-dessus des autres pour devenir le point central du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a l'avantage d'être aussi le cœur de la religion musulmane. On a quand même la Mecque qui est en Arabie Saoudite. Et justement, on veut se servir de ça pour amener, dans le fond, le monde musulman au complet, oui, mais aussi les non-musulmans. Donc, on va être capable de faire un peu les deux. On veut séparer le tourisme musulman qui s'en va vers la Mecque et envoyer les autres vers, justement, Neom pour que ça soit à l'année qu'il y ait des gens et non juste pendant le ramadan ou pendant les points importants là, du calendrier musulman. Ça serait 5 ans, la construction. Ça a commencé en 2003 puis ça finit en 2008, la construction du Burj Khalifa. OK, j'étais sûr que c'était plus long que ça. OK. 5 ans. Hey, puis tantôt, j'ai vu un message de Yves Nadeau qui disait, là, tu dis 5 ans pour le Burj Khalifa, et tantôt, Yves qui disait, en 6 ans au Québec, on a de la misère à faire un viaduc au-dessus de la rive. C'est parce qu'il n'y a pas de BAP en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de corruption non plus, parce que c'est une compagnie qui fait tout, puis si tu le fais pas, on zigouille, fait qu'il n'y a pas de niaisage là-bas. Il y a pas de... En fait, où tu dis le contraire, Joe, c'est que de la corruption. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas les moyens de ne pas faire ta job. Tu peux pas voler vraiment la main qui te nourrit. Très intéressant. Mais depuis le début qu'on en parle, la seule chose qui me traverse l'esprit, c'est les endroits où ça peut foirer. C'est que je les accumule les unes après les autres. Il y a presque juste ça. Fait que, on peut en parler, mais en gros, le premier problème, c'est on parlait déjà du financement illimité. C'est-tu vraiment illimité du financement? Parce que là, on s'entend que c'est un gouffre. Puis si t'es rendu à 70%, c'est quoi? Tu abandonnes le projet? Rendu là, tu as amené tellement des standards hauts que tu n'as pas le choix de délivrer la marchandise. C'est un gamble tellement, mais tellement intense que je me demande si on va le voir. Moi, je suis très sceptique malgré tout l'enthousiasme que j'ai, mais en même temps, il n'y a plus rien qui va me surprendre. C'est quand même aussi du côté positif le développement ultime de l'ingénierie humaine. On va pousser les capacités humaines et toutes nos 2000 ans d'évolution depuis, dans le fond, là, depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas la fin. C'est pas ultime. C'est une nouvelle phase. Ouais, en fait, c'est une espèce de révolution en même temps qu'on veut faire. On veut réinventer la ville, réinventer la façon de se déplacer. On veut réinventer la façon de se divertir. Donc, on veut littéralement créer le futur de demain. On veut être ceux qui sont les premiers en disant le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est chez nous. Venez flouber vos dollars. On veut votre argent. Ben, ça serait que... Je suis sceptique. Je crois pas. Ben, moi ça ne peut pas être que ça. C'est pas... sinon qu'il y a une échelle qui est autrement plus faible que ce qu'on nous décrit là. Même si c'était la plus grande invention depuis l'invention de la brique en terre cuite, c'est bien beau, mais moi, je pense qu'avant notre mort, on va voir peut-être même pas 1 kilomètre de cette bâtisse-là. Ben, Jay, je veux pas te casser ton fun, mais j'ai une image du développement en date d'aujourd'hui. Je vais aller te la chercher. Là, c'est en fait en date d'octobre 2023.
Vas-y. Ah, vas-y. C'est très moyen, mais ça montre un peu la grosseur du chantier. Ah, tiens. OK, ouais. C'est ridicule. Pour vrai, là, c'est des centaines de milliers d'employés qui travaillent là présentement. C'est un nombre incalculable de machinerie. C'est ridicule à quel point on met de l'argent. The Line risque d'être le dernier fini, mais je peux dire que Trojena puis Hexagon, d'ici 5 ans, c'est fait. Je suis Ça, convaincu. oui. Mettons, c'est quoi, Oxaga? Comment ça s'appelle? Hexagon, la ville sur l'eau, puis Trojena, Oxaga. la montagne. Là, je le crois. OK? Je le crois parce que à Dubaï, on a fait des îles en forme de palmiers, des affaires même. On a fait ça. C'est faisable, une ville flottante. Mais c'est pas, ils flottent pas, par exemple, ils sont sur de la roche. Là, ils vont flotter. Tu vas pas passer en dessous de la ville. OK, mais c'est ça la différence avec donc, on veut trouver des matériaux flottants pour faire flotter une ville sur la mer Noire. Je suis pas un ingénieur, mais je pense que ça se fait, OK? Ouais. Mais cette affaire-là de Line, là, OK, là, c'est vrai, on voit plein de grues, puis tu dis qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers d'employés qui travaillent là. Puis là, on dit employés, c'est peut-être de l'esclavage moderne aussi. Les employés du sous-continent indien qui sont les mêmes qui ont construit les stades du Qatar puis qui sont morts dans des conditions atroces. C'est probablement qu'ils ont juste changé de pays pour continuer la construction. Mais, tu sais, ce qu'on voit, c'est vrai, on s'entend, c'est en octobre 2023, mais tu sais, je vois pas encore un seul tronçon de 500 mètres de haut par 200 mètres de large par... tu comprends? Comme on disait, dans tout ce que j'ai lu et regardé, c'est qu'ils veulent vraiment le garder secret aussi parce qu'ils veulent pas se faire copier. Ils veulent pas que quelqu'un vole les idées. Ils essayent de donner le moins de plans possible pour garder l'effet wow puis pour éviter que quelqu'un les spoil puis qu'ils finissent par faire la même chose avant eux. Donc, c'est un projet qui est très, très, très secret. Il y a beaucoup, beaucoup d'ententes de NDA, donc des Non-Disclosure Agreements. Donc, ceux qui travaillent là-dessus, ceux qui ont travaillé là-dessus n'ont pas le droit d'en parler. C'est vraiment hyper, hyper top secret, on va dire. Et c'est MBS lui-même qui est le gestionnaire du projet. C'est lui qui va regarder les trucs, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait les conférences de presse, qui fait les documentaires sur le sujet. Donc, il a l'air assez impliqué et considérant son traitement de Jamal Khashoggi, pas mal sûr que les gens sont obligés de livrer la marchandise s'ils ne veulent pas disparaître dans un goulag du désert ou quelque chose du genre. Mais combien ça va coûter, excuse Steph, mais combien ça va coûter rester là pour rendre le projet rentable? Là? Aucune idée, mais comme c'est pas une question de rentabilité, Jay, c'est une question juste de flash. On veut juste le faire. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent en Arabie Saoudite, on a. On veut juste. C'est du soft power, Jay. C'est littéralement du soft power. C'est montrer la puissance culturelle, économique et technologique saoudienne pour être au niveau des grands. On veut être l'équivalent de n'importe quel pays du G7. On veut être le Japon, on veut être la Corée du Sud, on veut être les États-Unis, on veut être le pays du futur. On veut être capable de se tenir à la même table que ces pays-là en montrant qu'on n'est pas juste un pays désertique qui pratique la charia. On veut donner une autre image. Au final, ça ne sera pas tant de le rentabiliser que de l'avoir et de pouvoir s'en servir pour des années à venir par la suite. Deux trucs qui me traversent l'esprit. Le premier, c'est une des raisons pourquoi le projet me paraît absurde, c'est que contrairement à tous les exemples de sociétés que tu viens dégrainer, Joe, que ce soit la Corée du Sud ou le miracle des tigres asiatiques, que ce soit l'Islande, que ce soit la société... les États-Unis, c'est sûr, puis le rêve américain. Du début jusqu'à Silicon Valley, tu sais, toutes j'aurais envie de te dire, ces nations ou ces civilisations très, très florissantes qui ont dominé leur époque, tu sais, et qui ont... Ou dominé au niveau régional et se sont créés une grande puissance d'attractivité comme ça, reposaient toutes sur le capital humain, c'est-à-dire sur une forme... Ici, le capital humain est artificiel, c'est-à-dire qu'il a été attiré, il a été créé par la richesse pétrolière et tu n'as pas une société pour soutenir ça. En fait, Stéphane, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'acheter exactement. On veut s'acheter ça. On veut s'acheter la société, on veut s'acheter le miracle, justement, japonais après la Deuxième Guerre mondiale. On veut s'acheter la réussite sud-coréenne après la dictature de la guerre de Corée. On veut littéralement arriver au même point que les autres, mais sans faire le processus d'évolution sociologique. On veut littéralement sauter la ligne. On veut aller direct à la fin, sans passer par toutes les étapes d'une révolution sociale et culturelle
qu'on n'a pas le temps de faire ou on n'a pas le goût de faire en Arabie Saoudite. Une chose qu'on pourrait faire pour poursuivre cet épisode-là, parce que celui-ci tire déjà à sa fin, malheureusement, mais moi, j'aimerais ça, je sais pas, je vais essayer de le faire à temps perdu ou qu'on en parle les trois ensemble, se trouver, par exemple, les 5 meilleurs exemples qu'on a d'une société qui est parvenue à faire ça avec succès, ce que font, l'équivalent historique, si tu veux, ça peut être autre chose dans une autre époque. Et aussi, on pourrait avoir les 5 pires flops là, de l'histoire. Parce que Dieu sait que des projets de ce genre-là, c'est-à-dire mise en place, ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire c'est vraiment l'élite qui va décider que tu construis la société, que tu fais de l'ingénierie sociale comme ça, et que tu modifies, je veux dire, d'une manière dramatique l'environnement dans lequel tu vis. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu. Il y a eu des plans pour le faire. La plupart de ces plans-là n'ont jamais été réalisés, mais il y a certaines sociétés. L'exemple le plus proche que je pourrais trouver, c'est peut-être le Japon du 19e siècle. Où sous l'ère Meiji, Oui, c'est un bon exemple. Mais par contre, dans l'ère Meiji, c'est le résultat en grande partie d'une série d'entrepreneurs. Tu sais, c'est pas juste l'empereur qui décide de faire ça, c'est que tout aussi l'ordre social traditionnel craque au profit d'un nouvel ordre. Tandis que c'est pas ce qu'on a du tout, là. C'est l'ordre ancien qui cherche à se pérenniser à travers ça. Dans l'époque du Japon de Meiji. Ils ne diront pas, Stéphane, par exemple. Ils ne disent pas là, que c'est une expérience sociale, puis que le haut. Ben non! J'ai fait beaucoup de spéculations parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est que ça serait le paradis du socialisme, là, que tout le monde va être égaux, tout le monde va avoir les mêmes biens, les mêmes services. On ne dit pas comment ça va coûter. Il y a beaucoup de détails qui manquent. Donc, c'est sûr que tant que ça ne sera pas fini et qu'on n'aura pas une preuve visuelle de ce qui se passe, j'ai autant de doutes que toi. Puis je pense que. Oui, vas-y, excuse. Tu as dit quelque chose de très important, il me semble, plus tôt, quand tu as dit l'entourage de Ben Salman, eux sont plutôt peut-être plus les gardiens de l'ordre traditionnel qui leur profitent tellement. Parce que lui, c'est le jeune révolutionnaire, là, c'est une vieille garde en 70 avancée, là, la famille Ben Salman. Son oncle était le roi, l'oncle, je pense qu'il a 96 ans, il avait donné sa job à son plus jeune. Là, c'est rendu le petit-fils, donc c'est. En fait, c'est le fils, mais qui a 60 ans de plus jeune. Donc, c'est un millénial à qui on a donné un budget limité. Là, c'est littéralement ça. C'est lui. Okay, pour oui, Mohamed Ben Salman. Puis ça me fait penser, Jay, c'est ce que je voulais faire tantôt. Ça venait aussi avec mon idée de mettre l'Arabie Saoudite au centre du monde. Tous les pays du monde ont des liens avec l'Arabie Saoudite, à l'exception, puis là, ça se corrige de plus en plus avec Israël et avec l'Iran. Donc, ça s'est normalisé dans les derniers mois, dernières années. Mais Mohamed Ben Salman, c'est un ami personnel de Vladimir Poutine. C'est un proche de Xi Jinping. Et c'est un allié naturel des États-Unis depuis des années. Donc, c'est celui qui se considère comme étant l'intermédiaire entre les grandes puissances. Il veut être, dans le fond, celui qui rassemble, qui est capable d'asseoir la Chine et la Russie à la même table, les États-Unis et la Chine, qui est capable d'aller chercher l'Ukraine et la Russie. Il veut essayer de régler la situation entre Israël et la Palestine. Il veut se poser en étant l'espèce de pays, le médiateur, exactement, l'arbitre, celui qui va régler les problèmes du monde avec son soft power. Donc, on veut vraiment mettre l'Arabie Saoudite sur la map comme étant le pays qui règle les problèmes, qui gère et qui montre l'exemple. Ouais, avec Xi Jinping. Ils ont l'air un peu moins à l'aise, contrairement à Vladimir Poutine, qui avait l'air d'être un de ses bons chums. Mais en passant, lui et Vladimir Poutine ont leur poignée de main personnelle. Ce serait la seule personne à qui Vladimir Poutine serre la main par en haut, au lieu de faire la poignée de main traditionnelle. Peux-tu nous ramener la photo? Peux-tu nous ramener la photo de Vladimir Poutine? Elle n'est pas sur cette photo-là, par exemple, mais c'est sur une vidéo au sommet du G20 il y a quelques années. On a rarement vu Vladimir Poutine aussi content de serrer la main de quelqu'un. Attends, j'essaie de le trouver. Attends, tu peux continuer. Ça vaut vraiment ce qui m'a frappé sur la photo aussi, c'est que j'ai toujours cru que Vladimir Poutine était beaucoup plus grand que ça. Puis, Vladimir Poutine, c'est 5 et 6, si je ne me trompe pas. MBS, c'est un 6 et 1, 6 et 2. Il est assez grand. Non, Vladimir Poutine, il est très, très petit. Même si Jinping a un pied de plus que lui. Je l'ai, les gars. Je vous montre ça. Attention, c'est parti. Donc, Vladimir Poutine face la poignée de main par en haut. Comme deux bons chums, là. Exactement, mais c'est surtout de voir sa face aussi, de voir à quel point il a l'air content d'être avec son ami tueur de journalistes. Moi, je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher là-dessus. Là. Les deux ont des points communs. Ils aiment torturer les opposants. Un ami tueur de journalistes.
Oh là là. Voilà. Très intéressant, Joe. J'avoue que je ne connaissais pas ça. Je suis tombé des nues ce soir. J'avais vu dans nos conversations, mais vraiment, là, c'est une découverte. J'ignorais ça totalement. Puis là, on s'entend que ça a été très, 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 très simplifié parce que même moi, tu sais, je l'ai appris la semaine passée. Fait que j'ai eu une semaine pour le maîtriser, pour l'enseigner à mes jeunes. Puis je me suis dit, tant qu'à l'avoir enseigné, je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs, mais c'est complètement fou. C'est à n'y rien comprendre. Florence qui dit Xi Jinping est à l'aise avec absolument personne. C'est vrai qu'il n'a pas l'air heureux avec personne, Xi Jinping. Qui en passant est aux États-Unis, je crois qu'il il rencontre Joe Biden demain à San Francisco. Ouais, ça va être un autre morceau. On pourrait quasiment faire un épisode là-dessus. Ça risque d'être très intéressant, la rencontre Biden-Xi. Moi, l'impression que j'ai, c'est comme si on prenait deux frères qui s'aiment, qui sont en chicane, qu'on les mettait dans une pièce, puis on leur disait là, vous sortez pas de là avant d'avoir trouvé un point d'entente pour vous entendre. Parce qu'en gros, les deux pays sont tellement interdépendants qu'ils peuvent pas se permettre d'être en tension parce que l'économie des deux pays sont pognés ensemble. Fait que t'as pas le choix. Faut que tu trouves une solution ou une façon de t'entendre parce que. Et faites attention, l'Allemagne puis le Royaume-Uni étaient les deux États qui échangeaient le plus ensemble en 1914. Leur économie était très interdépendante. Tu viens de scraper toute mon analyse géopolitique. Parce que mes jeunes avaient peur que la guerre éclate, puis je leur ai dit, ça se peut pas. Tu peux pas tuer ton principal partenaire commercial. Ça serait voilà, tu t'assassines pas ton meilleur client, mais... Exactement. OK. Bon, Joe, pour terminer cet épisode, Joe, j'ai une image pour toi qui résume ton travail, et puis c'est celle-là. Alors, bravo, Joe. Très bonne recherche, mon frère. Ouais. Vraiment fascinant, là. Écoute, je sors d'ici vraiment. Si jamais vous avez du temps, ceux qui nous écoutent, il y a un documentaire sur YouTube en français avec Mohamed Ben Salman comme narrateur de son propre documentaire qui s'appelle, je crois, The Line. Je me rappelle plus c'est quoi la suite. Ça dure 44 minutes, puis c'est vraiment là, sur tout. Les ingénieurs, les architectes qui parlent. C'est vraiment, vraiment super, super bien dit. Et il y a aussi le côté, je veux dire, irréaliste de la chose. Donc, même dans le documentaire fait par MBS, on parle de ce qui va probablement pas arriver ou des problèmes qu'il va avoir en se disant on va trouver des solutions rendues là. On est très, très... on va balayer ça dans le futur puis on verra, mais ça vaut la peine. C'est littéralement... on va construire le pont lorsqu'on va arriver à la rivière. On arrive à la dune de sable, on construit. Puis comme Duplessis, ce serait genre, dire quoi, il n'y a pas de rivière, ben c'est pas grave, on va en creuser une. Oh là là. Hey, merci beaucoup, Joe, pour ce sujet très intéressant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi aussi. C'est très champ gauche, je suis content de vous avoir surpris avec de quoi de différent de ce qu'on fait. Puis c'est rare qu'on parle de ce coin-là du monde, à part quand c'est des guerres puis des conflits. Fait que... Et non, parce que vois-tu, en fait, tu as fait de la politique internationale, puis tu veux pas te retomber dans notre giron. Là. On n'est jamais bien loin de notre giron sur la terre des hommes. Ouais. C'est tellement... le titre le dit, sur la terre des hommes. On peut parler de n'importe quoi ce qui se passe sur la terre. Que ce soit de l'histoire, même de l'architecture aujourd'hui avec... Je te signale que malgré tout, tu as déjà trouvé le moyen de parler des extraterrestres. C'est pas avec Christian Page? Avec Christian, est-ce qu'on a fait un épisode sur les extraterrestres? Non, c'était avec Claude Lafleur qui en passait. Ouais, c'est un vieil épisode, ça. L'épisode, c'était, je ne veux pas deviner le chiffre, là, mais c'était la recherche perpétuelle de vie extraterrestre. Puis c'était avec Claude Lafleur qui, en passant, Florence demande, pensez-vous que ce serait possible une nouvelle collaboration avec M. Lafleur pour un épisode sur l'espace? Écoute, n'importe quand, c'est juste qu'on est à la recherche d'un sujet sur l'espace. Assez intéressant pour inviter Claude. Là, ça. Exactement, pour pas le déranger, mais avoir un sujet pour faire de la matière pour 60 minutes minimum. Là, mais c'est sûr... On pourrait faire le James Webb un an plus tard, parce que le dernier épisode qu'on a fait avec lui, c'était au lancement de James Webb. Oui, maintenant, on a les photos, les premières photos qui sortent. Ça serait vrai, la photo, je ne sais pas si vous avez vu passer la photo en couleur de ce que James Webb a pris. C'est magnifique de voir les galaxies en couleur, les rouges qui sont plus loin, les bleus qui sont plus proches. Il l'appelle l'arbre de Noël de l'univers. C'est quand même... L'arbre de Noël, j'aime ça. Ce serait le fun, peut-être. Aller analyser le travail de recherche, ou plutôt les résultats de cette première année-là pour la NASA. Ça serait très bon.
Puis en passant, on pourrait quasiment teaser les gens sur nos prochains rendez-vous. Je le fais jamais, mais attendez un instant. T'as-tu des spoils qu'on même nous autres, on sait pas? Ouais. Non! Je me rappelle, juste je me pour rappelle pas c'est quoi que ça en est. la semaine prochaine, on reçoit Louis-Paul Willis. Ah oui. Louis-Paul Willis, on va parler de la crise des médias. Là, je sais que ça fait longtemps. Ça fait 2 semaines qu'on a parlé de la On a parlé tantôt, Jay. On a parlé que Cube Radio allait devenir un poste de télé. Pendant que tu coupes 530 postes, tu mets tous les chroniqueurs à la TV pour qu'on filme leurs podcasts qui ne sont pas écoutés par personne puis qu'on les mette à la TV. Déjà que c'est pas écouté, tu vas sur YouTube, là, puis je pense qu'ils ont 6000 abonnés. C'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi, ça pogne pas. Mais écoute. Ils veulent nous l'enfoncer dans la gorge jusqu'à temps qu'on l'écoute. Ouais, exactement. Jusqu'à temps qu'eux autres soient coupés. Alors, la crise des médias la semaine prochaine. Et puis, l'épisode 275, j'ai rien, les gars. Mettez ça à vos agendas. On va peut-être trouver un sujet pour le 30 novembre. Après ça, on va recevoir Tommy Girard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Tommy Girard, qui va venir nous parler de la folie meurtrière d'Anders Bering Breivik. C'est lui qui avait fait une tuerie à Oslo. C'était la pire tuerie de l'histoire, si je ne me trompe pas. En tout cas, de 90, je pense. C'est pas 200, c'est 210 sur 2 sites différents. La Norvège. Ah oui. La Norvège, c'est la plus grande tuerie. Il avait tué des politiciens, puis après ça, il est allé sur l'île où il y avait leurs enfants pour les tuer un après l'autre. Il y avait un bon documentaire qui avait été fait. C'est un camp de vacances, c'est ça? Oui, exactement. C'est comme une colonie de vacances pour enfants de députés, genre. C'est comme un camp Tim Hortons. 77 morts et 215 blessés. Ah, ok, bon. J'avais mélangé. C'est Oslo et Utoya, c'est ça? Ouais. Le 12 juillet 2021, 2011. Le gars qui essaie de sortir de prison à chaque année en faisant valoir son droit d'être... en faisant un salut nazi. Ouais, c'en est tout un, ça. Et puis en passant, là, je suis vraiment, on dirait que je fais on est en réunion sur la Terre des Hommes, mais c'est pas grave. On brainstorm avec nos patrons. On brainstorm exactement. Regardez ce que j'ai préparé pour la fin de l'année. Mon moment préféré. Oh wow, il y a du budget dans cette infographie-là. Ah, c'est dégueulasse, hein? Mais c'est ça. Il va y avoir un bye-bye cette année, n'est-ce pas? Ah, mais Jay, je viens de le trouver, ton épisode du 30 novembre. La critique du film Napoléon. Oui, c'est vrai! Hey, en passant, on y va quand, Joe? Ça sort mercredi le 23. Ou 22? La fin de semaine du 25-26, là? Hey, c'est vraiment une fin d'épisode bizarre. J'adore ça. Mais t'es-tu disponible, Joe, là? le 1er décembre? Et je sais pas, il faudra que je check mes affaires. OK, on va checker ça. Parce que non, je pense j'aimerais bien faire un épisode comme Oppenheimer et puis faire après ça c'est ça, faire un épisode après avoir vu le film là, dans notre repère secret hein, qui est le trèfle noir. Le trèfle noir, voilà. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre. Grand plaisir. Oui. Et puis, Stéphane, bonjour. Salut! Alors, merci, Steph, pour ta participation, toujours appréciée. Ouais, donc, François pose la question, il n'y a pas de visionnement à Montréal, finalement? J'ai pas trouvé d'amis pour me rendre parce que Joe, il me back. C'est géographiquement impossible pour moi, surtout à cette époque-là. Là. OK. En tout cas, bref. On s'en reprendra hein, pour Gladiateur 2. Ça va tellement être mauvais. Ah, je t'entends que ça va être bon, c'est Ridley Scott qui le fait. Ouais, mais reste que c'est... Ouais. Avec Chris Hemsworth, je suis pas sûr. En tout cas, bref. Avec Chris Hemsworth, pour vrai. Ouais, c'est lui qui va faire Maximus. Mais Maximus, il est mort. Ouais, mais c'est The Rise of Maximus, fait que c'est avant. Ah, t'es-tu sérieux? Ok, c'est... Ce que j'ai compris, c'est quand il était légionnaire, c'est sa vie de légionnaire, dans le fond. Oh, jusqu'à temps qu'il arrive à sa disgrâce, qu'il l'amène comme gladiateur. De ce que j'ai compris, je me trompe peut-être. Je pensais que c'était l'histoire du petit gars, là, tu sais, Lucius, c'est ça? Lucius, le petit-fils de Marquerel, en tout cas, c'est pas grave. C'est pas bien grave, mais ça, regarde, on s'entend, c'est en 2024 ou 2025, Gladiator 2, on a en masse le temps. Ça ne peut pas être pire que 302. 300, ouais, Rise of the Empire, ouais, c'était tellement... C'est mauvais, ça. C'était tellement mauvais. Alors, merci les gars, merci à ceux et celles qui étaient là pour l'enregistrement.
de ce soir. Merci à nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast pour encore quelques semaines, et puis sur YouTube Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires historiens. Les érudits, nos 2 orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, et le miel Habitémis qui m'accompagne depuis 3 jours avec mes maux de gorge. Merci à vous, c'est très apprécié. Pour rejoindre les membres Patreon, c'est très simple. Le patreon.com/SLTDH. Et puis, vous pouvez, comme ça, à toutes les semaines, participer aux enregistrements, nous poser des questions, nous faire des commentaires, comme ici, le propriétaire de ma maison, François Brassard, qui dit « On va se reprendre ». Alors, pour le visionnement. Alors, merci François. Alors, puis pourquoi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pourquoi que je dis que François est le propriétaire de ma maison? C'est qu'il est érudit. Non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Il est érudit depuis quasiment 2 ans. Alors, c'est lui qui a payé au moins la pièce ici, là, dans laquelle... c'est ta place, François. Je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Merci à Touski TV de rediffuser nos épisodes à toutes les semaines ou à tous les dimanches à 18h, si je ne me trompe pas. Ça dépend à quelle heure on finit, parce que je pense que Martin doit s'ajuster à nos... Plus on est long à closer, plus ça doit, je pense, il est obligé de commencer tôt. Oui, d'où son commentaire de la semaine dernière qui a dit « Bip, 1h30, votre dernier épisode. » Et moi de répondre « Ouais. » C'est ça, 90 minutes. Là. Celui avec Médéric? Ah oui, c'est vrai. Ça avait été... Ah oui, quand même 1h06, c'est quand même pas super au pire qui close quand on commence à parler de Napoléon. C'est parce que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne peut pas commencer à 6h pile, parce qu'ensuite, c'est tout le reste de la soirée qui risque d'être décalé. Exactement. Je suis plus là. Salut Martin! Ouais, salut Martin, et puis salut aux gens du futur sur Touski TV. Vous viendrez nous dire qu'est-ce que vous avez pensé du projet Neum. Oui, vraiment, vraiment. Et puis voilà. Alors, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes et on se laisse sur le rire de Luc Lavoie, qu'en ce moment, j'ai le même rire. Attention. Oh! Hey!